Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bébé et Confidence. Je suis Manon, je suis la créatrice de ce podcast, je suis coach en sommeil et doula et aujourd'hui nous retrouvons Alexandra, baby planner, qui est déjà venue nous parler de son métier. Parce que parfois prévoir l'arrivée d'un bébé c'est mission impossible, on ne sait pas par quelle boule prendre, à quoi penser, ne pas penser, quoi acheter, qu'est-ce qui est important, pas important, est-ce qu'on va en avoir besoin dès le retour à la maternité, avant, après... 1000 questions épuisantes, c'est toujours bien de pouvoir, comme le dit Alexandra dans l'interview, anticiper au maximum. Parce que quand bébé est là, on n'a plus le temps de se poser des questions et du coup, il vaut mieux anticiper. Du coup, vous allez ici trouver les 5 conseils de pro d'Alexandra pour préparer au mieux l'arrivée de votre petit bébé et que vous soyez tout disponible à cette rencontre. Merci Alexandra d'être revenue à mon micro et sans plus tarder, place à l'épisode. Et salut Alexandra! Hello! Je te retrouve, c'est ta deuxième participation au podcast. Merci de nouveau d'être venue me revoir. Aujourd'hui, du coup, comme on a déjà parlé de toi, de ton profil, qu'on a déjà cette présentation générale et cette idée de comment tu travailles, on va rentrer vraiment, on vous propose un épisode assez concret, justement, avec toute l'expertise d'Alexandra. Est-ce que tu veux nous dévoiler le sujet qu'on a concocté ensemble ? Tout à fait. Aujourd'hui, je vous partage 5 conseils de baby planner pour bien préparer l'arrivée de bébé. Boum! Et voilà. Est-ce que du coup, on fonctionne comme ça, en mode liste, tu vois, vraiment les 5 points inévitables, numéro uno? Est-ce qu'ils sont hiérarchiques déjà? On peut, mais après, je dirais qu'on les prend dans l'ordre où on se sent le plus à l'aise. D'accord, ok, oui, parce que d'après toi, vu les personnes que tu accompagnes, chaque personne va avoir un angle qui va lui parler peut-être plus qu'une autre. Il n'y a pas un parcours dans l'expérience baby planning, il n'y a pas de parcours type, quoi. Pas nécessairement, c'est vrai que tout dépend du stade de grossesse auquel les parents font appel à moi. C'est vrai que majoritairement, si je devais donner des étapes, il y a tout l'aspect organisationnel lié au matériel de puériculture qui est très important et qui pèse beaucoup les parents, puisqu'il y a beaucoup de choses, on le verra tout à l'heure. Et ensuite, une fois que cette charge mentale liée à la partie organisationnelle de l'équipement, de l'agencement du domicile est passée, les parents ont un peu plus d'espace sur le disque dur, entre guillemets, pour préparer ensuite la vie après bébé. Mais encore une fois, c'est vraiment propre à chacun et aux besoins du moment, au stade où on en est au niveau de la grossesse et ce dont on a envie de préparer. Déjà, est-ce que tu veux nous donner un tout petit élément de contexte, justement en fonction du stade de la grossesse, etc., de contexte dans lesquels vont se placer ces recommandations ? Alors, pour commencer, c'est vrai que quand on est enceinte, il y a vraiment un flot de questions importants qui arrivent. Moi, aujourd'hui, je vais me concentrer vraiment sur la partie organisationnelle et logistique en tant que baby planner. Et c'est vrai que quand on doit préparer l'arrivée d'un bébé, surtout un premier, vu toutes les options qui s'offrent à nous, le choix disponible, le nombre de marques, les modèles, etc., tout ce qu'on peut lire sur Internet, ce qu'on peut entendre de la part de l'entourage, de la famille, des amis, des collègues, ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, mais en fait, au final, on se dit qu'on est vite perdu. Et les principales questions qui reviennent des futures mamans, c'est par quoi je commence et qu'est-ce qu'il va vraiment me falloir pour bébé. Et il y a parfois aussi ce sentiment de se dire je vais tout acheter pour être sûr que bébé ne va manquer de rien. Donc il y a vraiment, c'est vrai, beaucoup de choses, donc beaucoup de questions et souvent beaucoup de doutes qui viennent alimenter cette charge mentale dont je parlais tout à l'heure, qui fait que les parents sont complètement perdus quand ils doivent se préparer à préparer l'arrivée d'un bébé. Donc là, aujourd'hui, je vais vous partager vraiment les 5 points majeurs pour préparer l'arrivée de bébé, pour que vous puissiez vous organiser de manière structurée et que vous ayez déjà une base pour commencer sereinement à préparer l'arrivée de votre petit bébé. Ouais, sereinement, c'est un mot-clé, effectivement. Oui.
Ok, on y va, on t'écoute pour la première recommandation, le premier conseil. Alors pour moi, j'aime bien commencer avec tout ce qui est attrait au matériel de puériculture, parce que dans tous les cas, vous devez sortir avec votre bébé, vous balader, vous devez le nourrir, le faire dormir, etc. Donc concrètement, on va commencer avec quelques matériels qui sont, selon moi, vraiment indispensables pour l'arrivée d'un bébé. Et on commence par la poussette. Alors, encore une fois, je précise que ce sont des choix dans lesquels les personnes peuvent venir piocher ce dont elles estiment avoir besoin, mais au moins ça donne un cadre pour que les parents, futurs parents, puissent s'y retrouver. Donc, on commence par la poussette. Effectivement, la poussette, elle doit être choisie en fonction du mode de vie et de l'environnement. Donc, ça veut dire qu'on doit faire attention à la taille, au poids, à la manière dont la poussette va être stockée et la facilité à manœuvrer. Et donc, ce que je recommande souvent aux familles, c'est de toujours tester la poussette. Donc, tester la poussette en magasin, mais pas seulement, et on n'y pense pas toujours, c'est aussi de tester la poussette dans le coffre quand on a une voiture et qu'on a besoin de se déplacer avec la poussette. C'est une petite subtilité à prendre en compte et auquel on ne pense pas forcément, par exemple, quand on achète sur Internet. Voilà, ça peut éviter bien des allers-retours de retour de poussette, etc. La nacelle, on me pose souvent la question, mais est-ce qu'il faut une nacelle ? Encore une fois, c'est propre à chacun, mais la nacelle, c'est un outil, certes, qui ne sera pas utilisé très longtemps dans la durée, mais qui va permettre à votre bébé de faire des siestes totalement allongé, ce qui est la meilleure position pour un nouveau-né. Donc voilà, il y a des équipements qui durent plus ou moins longtemps dans le temps. Ensuite, lié à la poussette, on a souvent, quand on a une voiture, et c'est ce qui est aussi le plus fréquemment commercialisé, c'est le cosy, ou autrement dit la coque. Et la coque, c'est le meilleur équipement pour faire voyager bébé dès sa naissance. Alors, voyager en voiture, j'entends. Ma recommandation, c'est d'acheter un cosy ou une coque neuve. Vraiment, d'éviter à tout prix l'occasion pour ce matériel-là. Pourquoi ? Pour des raisons de sécurité, tout simplement. Parce qu'un cosy qui est acheté de seconde main sur un site en ligne de seconde main ou dans une brocante, etc., on n'a pas l'historique de cet équipement, il n'est pas garanti et on ne sait pas s'il a été choqué. Donc un équipement, que ce soit un siège auto, un cosy ou même un casque de vélo, qui est choqué, n'assure plus sa sécurité. En fait, il n'est plus bon en termes de sécurité. Donc c'est un investissement, mais un cosy, ça peut se garder vraiment plusieurs mois en fonction de la corpulence de bébé. Mais s'il y a vraiment un équipement qu'on doit acheter neuf parmi la liste que je vais vous citer, c'est vraiment la coque. Donc la coque qui est vendue en général en duo ou en trio avec la poussette. Ensuite, on a un berceau ou un cododo pour faire dormir bébé au retour de la maternité. En général, c'est un équipement qu'on met à côté de nous dans la chambre pour pouvoir avoir accès à bébé très rapidement, pour pouvoir le surveiller, mais aussi pour pouvoir le nourrir, parce que bébé va manger la nuit. Donc l'idée, alors après berceau, cododo, voilà, encore une fois, les options sont multiples. Aujourd'hui, les équipements font les deux en général. Il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup d'options aussi en termes de prix, de design. Ce que moi je recommande aussi, c'est de toujours avoir un côté pratique et de pouvoir avoir soit intégré dans l'équipement du berceau ou du cododo une petite panière qui permettra de stocker des couches, des lingettes ou du coton, ou en tout cas de quoi changer bébé la nuit avec des petits bodys et des pyjamas. Toujours à portée de main et ne pas avoir à se lever, sortir du lit pour gagner du temps et être efficace, parce qu'un bébé qui a faim est un bébé qui pleure beaucoup et très fort. Alors, dans le berceau, on me pose souvent la question, est-ce que je peux l'acheter de seconde main, etc. Il y a deux choses à différencier, et ça c'est aussi valable pour le lit un petit peu plus grand. Vous pouvez acheter la structure de seconde main, en bois en général, majoritairement, mais le matelas et les draps et la housse de matelas doivent être toujours neufs pour des raisons d'hygiène, tout simplement, et de fermeté, et de la sécurité aussi. Parce que même si c'est un matériel qui n'a pas été utilisé très longtemps, il faut que le matelas puisse rester ferme pour bébé. En revanche, la structure,
le berceau ou le cododo peuvent être achetés d'occasion, à condition de bien vérifier si la structure est sécuritaire, notamment les petits pas de vis. Donc ça, c'est quelque chose à tester. Si vous l'achetez d'occasion, demandez à ce qu'il soit monté. Enfin voilà, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, etc. Même si c'est quelqu'un que vous connaissez, la confiance n'exclut pas le contrôle, surtout en termes de sécurité, c'est important. Donc voilà, on peut aussi faire des économies à ce niveau-là, ce qui permet d'investir dans du neuf sur d'autres équipements. Pour la partie justement change, on a la table allongée ou commode allongée. Donc l'idée, c'est vraiment aussi là de s'adapter en fonction des contraintes d'espace et d'agencement au sein du domicile. Donc il faut que ce soit une table allongée ergonomique, c'est-à-dire à la bonne hauteur pour éviter de se plier, parce que en fonction d'un accouchement, en fonction d'une forme physique ou de certaines difficultés aussi, il faut qu'on préserve notre corps qui a travaillé durant ces longs mois et qui a donné la vie. Donc l'idée, c'est vraiment de se soulager en ayant une table allongée à la bonne hauteur pour pas avoir à se pencher et préserver notre dos. Et aussi, elle permet de pouvoir changer bébé en toute sécurité. Donc, le choix de la table allongée ou de la commode allongée, c'est aussi un exercice de projection, c'est-à-dire comment on imagine l'espace, comment on l'agence pour justement pouvoir changer bébé en toute sécurité et être confortable aussi nous en tant que parents. Donc, la table allongée et aussi, je fais le lien avec la baignoire pour rester dans l'univers du change. Donc la baignoire qui se situe dans la salle de bain. Alors je dis baignoire et après il y a toutes les formes de baignoire qui existent. C'est encore une fois en fonction de l'agencement, de l'espace disponible. La baignoire, c'est quelque chose qui va être un peu aussi comme la nacelle tout à l'heure, quelque chose qui va être utilisé le moins longtemps dans la liste d'équipements. Ensuite, dans la liste des indispensables, je recommande toujours aussi d'avoir à portée de main un transat. Même si votre bébé aura besoin de contact, aura besoin de vous très fortement dès la naissance, mais avoir un transat, ça va quand même vous permettre d'installer bébé pour une courte durée. Je précise, une courte durée. On ne laisse pas bébé dormir pendant 3 heures ou 2 heures dans un transat. Mais ça va vous permettre de poser bébé le temps d'une douche, le temps d'aller aux toilettes par exemple. Et puis au fur et à mesure, vous pouvez aussi vous servir de ce transat pour permettre à bébé de s'éveiller avec une petite arche par exemple. Donc vraiment le transat, c'est un outil d'appoint, encore une fois, qui est utilisé sur une courte durée et qui vous permettra d'avoir les mains libres pour que vous puissiez, comme je disais, aller aux toilettes, prendre une petite douche, préparer un repas, etc. Donc attention aussi à toujours bien attacher votre bébé dans le transat. Je vois souvent des bébés qui ne sont pas attachés parce qu'ils sont encore petits et qu'ils ne peuvent pas bouger. Alors, c'est une fausse croyance, il faut malgré tout attacher bébé dans le transat, c'est important. Parce que voilà, si y a un grand frère ou une grande sœur ou un animal de compagnie qui passe par là, il faut quand même sécuriser le bébé dans le transat. Alors aujourd'hui, il y a vraiment le transat de base et puis il y a les transats qui sont en combo avec des chaises évolutives. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi d'aller vers cette solution-là puisqu'elle est évolutive et donc économique. Ensuite, j'aime bien proposer aussi aux parents un équipement de portage pour compléter cette liste d'équipements pour bébé. Donc, dès la naissance, une écharpe ou un sling. Il faut se sentir à l'aise et en confiance. Donc, le système de portage va pouvoir justement vous permettre de garder ce contact avec votre bébé, puisque votre bébé aura besoin de rester en contact avec vous les premières semaines, les premiers mois. C'est vraiment en fonction des besoins de chaque bébé. Et c'est vrai que le portage, ça va vous permettre d'avoir les mains libres, de continuer à vaquer à vos occupations, de pouvoir faire des balades, etc. Et ça va vous permettre de construire ce lien d'attachement si important pour le bon développement de bébé. Porter un bébé, ça ne va pas lui donner de mauvaises habitudes.
Voilà, c'est important de le dire parce que c'est vrai qu'on va se dire il dort beaucoup dans mes bras et je le porte beaucoup, etc. Non, vous n'allez pas donner de mauvaises habitudes à votre bébé. Il a besoin de ça. Il a besoin d'être au contact de maman, de papa, du coparent. Il a besoin de ce contact-là pour bien se développer, de se sentir en sécurité. Donc, aussi, c'est normal si votre bébé dort sur vous. Et un dernier équipement qui peut sembler évident, mais qu'on oublie peut-être, c'est le sac allongé. Sac allongé qui va vraiment être l'allié du quotidien pour les déplacements. Donc là, encore une fois, l'idée, c'est d'opter pour un sac vraiment hyper pratique. Et là, encore plus, la notion de goût et de praticité entre en jeu. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un sac. Alors aujourd'hui, c'est soit un sac à dos, soit un sac porte-épaules. Il y a plusieurs, vraiment, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. C'est aussi important de le dire. Et encore une fois, il faut, à travers le choix de cet outil-là, pouvoir se projeter sur les rangements. Voilà, il faut vraiment penser cet outil-là aussi comme un allié du quotidien et qui convienne aux deux parents. Parfois, voilà, il y a le papa ou le coparent qui ne se projette pas forcément avec un sac porté-épaules. Donc, est-ce que la solution, ce serait un sac à dos ? Voilà, vraiment à définir, mais là, encore une fois, c'est une question de goût personnel. J'ouvre une petite parenthèse parce qu'on me pose souvent la question de l'écoute bébé. Est-ce qu'il faut que j'ai absolument un écoute bébé pour la naissance ? Ma réponse est non. Pourquoi ? Parce que, comme j'expliquais, votre bébé va vraiment avoir besoin de vous, va dormir à proximité, vous allez être avec lui vraiment H24, donc l'écoute bébé n'est pas nécessaire tant que votre bébé ne dort pas n'est plus dans votre chambre ou si la configuration de votre intérieur le nécessite vraiment. Voilà. Si vous avez une très grande maison, vous pouvez investir. Si vous avez un appartement et que vous avez rapidement accès à la chambre, c'est pas forcément nécessaire parce que c'est aussi un budget. Alors oui, il peut figurer sur la liste de naissance si c'est quelque chose qui vous rassure. Vous pouvez en acheter un. Mais encore une fois, ce que je dis aux parents, c'est que pour la naissance, c'est pas nécessaire. Si ça vous rassure d'en acheter un, achetez-le. Oui, on rappelle quand même juste, je me permets de compléter que la recommandation de l'OMS, c'est dormir dans la même chambre que bébé jusqu'à ses 6 mois pour prévenir la mort inattendue du nourrisson. Donc c'est important. Après, chaque famille prend ses décisions, est responsable, etc. Mais la recommandation, c'est partage de chambre pendant 6 mois. Exactement. Donc effectivement, vous avez un peu le temps pour ça. Ok, c'est déjà une belle petite liste. Ok, est-ce qu'on attaque le deuxième point du coup ? Alors, ce qui va de pair avec l'arrivée de bébé, c'est la chambre. Je vais y passer très rapidement parce que, encore une fois, comme on vient tout justement de le dire, bébé va dormir avec ses parents dès le retour de la maternité, dès sa naissance. Mais dans la projection des futurs parents, le fait d'avoir une chambre, c'est l'accomplissement, en fait. C'est-à-dire que dans l'imaginaire et dans ce que se disent les parents, c'est qu'il faut que la chambre de bébé soit prête pour que je sois prêt à accueillir mon enfant. Alors qu'il ne va pas du tout dormir dans la chambre dès le début. Désolée, mais si vous aimez scroller sur Insta, Pinterest, etc., la majeure partie des choses que vous voyez sont inadaptées pour un bébé. On voit beaucoup de choses très belles avec des lits avec des coussins, des couvertures, des guirlandes, voilà, plein de choses. C'est non, c'est non. Alors, on peut le faire juste pour la photo, mais ensuite, on enlève tout. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans la chambre pour bébé ? Donc, c'est un lit de bébé. Alors, il y a plusieurs choix. Vous avez le lit évolutif ou non, le lit à barreaux, le lit avec les tiroirs, etc. Dans ce lit, qu'est-ce qu'on y retrouve ? Un matelas neuf, encore une fois, pour des raisons de sécurité et d'hygiène, comme je l'expliquais pour le berceau. À la bonne taille, surtout, c'est important. Voilà, tu me contrediras pas, je pense. Donc, c'est un matelas à la bonne taille, neuf et ferme.
Voilà. Donc, ouais, c'est un matelas. Le lit, une fois que bébé arrive dans le lit à barreaux, en général, c'est jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Voilà, à peu près, on peut avoir comme repère la rentrée en maternelle. Peut-être parfois un petit peu moins en fonction de la corpulence et de la tonicité de bébé. Mais ça, c'est à l'appréciation et vraiment une fois que bébé grandit, qu'on peut prendre la décision de changer de lit. Mais en tout cas, que ce soit sur un berceau, un cododo ou un lit à barreaux, on a toujours un matelas à la bonne taille, neuf et ferme. On a aussi des draps ajustés. C'est important de le dire parce qu'on peut se dire je vais acheter des draps pour l'étape d'après pour économiser un petit peu d'argent. Sauf que des draps qui ne sont pas à la bonne taille peuvent provoquer des incidents. Si bébé tire sur le drap, il peut s'étouffer éventuellement, se coincer, tout comme le tour de lit par exemple, qui n'est pas recommandé. Donc voilà, pour la partie nuit, ce que je viens d'expliquer, c'est aussi valable pour le berceau, bien sûr. En termes de dodo, donc la gigoteuse, pas de couette. La gigoteuse, et encore une fois, c'est une gigoteuse qui est adaptée à la taille et à l'âge de l'enfant pour sa sécurité et son confort. Aujourd'hui, il y a des gigoteuses qui sont évolutives. C'est OK si l'enfant, au niveau de sa taille et de sa corpulence, est à l'aise et que vous voyez que bébé n'est pas noyé dans sa gigoteuse. Par exemple, pour un nourrisson, on ne va pas lui mettre une gigoteuse de 6 mois. Il y a des gigoteuses naissance qui existent. Alors, en effet, bébé va grandir très vite au cours de ses premiers mois, mais c'est un investissement qui peut être mis sur la liste de naissance, par exemple, qui peut être éventuellement acheté d'occasion si les conditions de sécurité sont réunies, c'est-à-dire que si le zip de la fermeture éclair est sécuritaire, si les boutons ne se défont pas. Donc voilà, il y a des petites choses à vérifier si on veut acheter d'occasion. Mais encore une fois, c'est à la taille de bébé pour sa sécurité et son confort. Et ensuite, dans l'espace chambre, en fonction de l'espace et de l'agencement du domicile, on peut y inclure une table ou une commode allongée. J'ai donné tous les détails tout à l'heure. Donc voilà globalement ce dont bébé a besoin pour dormir. Et ensuite, tout à portée de main pour les vêtements, les petites affaires, le réassort des produits d'hygiène, etc. Yes, là on précise qu'on est vraiment sur une notion d'équipement et qui est vraiment en lien avec la sécurité, mais on rentre pas dans tout le détail de sécurité et sommeil. Ça, on fera probablement un épisode vraiment là-dessus. Mais gardez vraiment en tête que l'objectif principal en termes de sécurité, c'est d'éviter un accident, un étouffement. Donc aussi, moi je précise un truc auquel on ne pense pas, mais les petits mobiles, les petites guirlandes qui peuvent tomber et dans lesquelles bébé peut s'enrouler, c'est non. C'est absolument non. Rien qui pendouille. Et on voit aussi beaucoup sur Pinterest les cadres au-dessus du lit. Oui, c'est non. Voilà, c'est non. C'est de l'autre côté. Ouais. Tout à fait, voilà, rien qui puisse tomber sur bébé, voilà, c'est tout. Et rien dans le lit. Ok, troisième point. Troisième point qui est tout aussi important, c'est le mode de garde. C'est vrai que en tant que baby planner, je peux que conseiller vivement de penser au mode de garde le plus rapidement possible, très tôt dans la grossesse, peut-être même avant le matériel pour bébé, parce que c'est vrai que c'est une partie importante qu'il faut anticiper puisque ça va aussi conditionner la reprise d'activité professionnelle. Et ce que j'aime beaucoup dire aussi, c'est que c'est pas les parents qui choisissent le mode de garde dans la majorité des cas, mais c'est plutôt le mode de garde qui choisit les parents. Pourquoi ? Parce que majoritairement, c'est vrai que les parents pensent à la crèche. Mais la crèche, c'est pas comme une assistante maternelle, par exemple. Donc, on est dépendant de place, on est dépendant de commission, on est dépendant de plusieurs critères qui font que, on peut ne pas avoir de place en crèche et donc trouver une solution de remplacement qui peut être, par exemple, faire appel et recruter une assistante maternelle. Donc là, c'est un tout autre process. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'on s'apprête à laisser notre bébé, avec lequel on a passé plusieurs mois
collé H24 pratiquement à des inconnus. Donc il y a aussi cette transition à opérer en tant que parent et toujours penser à cette période d'adaptation. Donc c'est une grosse étape malgré tout, la reprise du travail, laisser son bébé, etc. Vraiment en France, il y a beaucoup de modes de garde, il y a les modes de garde individuels, les modes de garde collectifs, etc. Il y a beaucoup de choses, il y a des démarches administratives à effectuer, les démarches financières aussi pour prétendre aux aides qui sont possibles par la caisse d'allocation familiale. Il y a aussi des aides départementales, etc. Donc, c'est vraiment aussi un vrai sujet. Top. Ok. Numéro 4. Allez, numéro 4, on va être vraiment sur, un petit peu plus tard, le choix de l'alimentation pour bébé. C'est important aussi parce que ça a une incidence sur l'organisation qu'on a vue. Et il faut aussi se dire qu'on peut rester ouvert à toutes les éventualités. Parce que l'alimentation, c'est très vaste, très varié. Donc moi, je vais vraiment m'orienter sur la partie organisation. Je ne rentre pas dans le débat, est-ce qu'il faut allaiter ou non, etc. Parce que j'accompagne aussi des mamans qui ne souhaitent pas allaiter. Et mon rôle, c'est de pouvoir leur faciliter la tâche. Donc l'idée, vraiment, c'est de nourrir son enfant avec amour, au final. Parce que voilà, ça reste un moment privilégié de pouvoir nourrir son enfant, quelle que soit la méthode utilisée. Donc, on va partir sur l'alimentation par l'allaitement. Donc, ça a quand même si c'est moins de logistique, entre guillemets, de nourrir son enfant au sein, ça a quand même des répercussions pour la maman, ne serait-ce qu'en termes de confort et de bien-être. Donc, les soutiens-gorge d'allaitement, ça facilite quand même bien les choses. Les vêtements d'allaitement, c'est vraiment bien pensé. Et donc là, sur les vêtements d'allaitement, on peut aller sur de l'occasion, par exemple, ou des marques qui sont dans le commerce qui se diversifient, qui proposent aussi pas mal de vêtements d'allaitement. Le fameux coussin d'allaitement qui est indispensable. Et une maman m'a posé la question pas plus tard que la semaine dernière, est-ce qu'il faut que j'emmène mon coussin d'allaitement à la maternité ? Ma recommandation est oui, ça sauve des positions. Carrément. Voilà, ça nous met dans des positions bien confortables. Donc, c'est pas forcément ce qui prend le moins de place, mais prenez-le, vraiment, ça peut vraiment vous être utile. Pour prolonger l'allaitement aussi, on peut penser au tire-lait. Mais ça, vous avez le temps de voir si vous en avez besoin. C'est quelque chose que vous pouvez avoir sur ordonnance, donc ne l'achetez pas. Vous demandez une prescription médicale à votre sage-femme, à votre gynécologue et vous pouvez le louer. Voilà. Donc, encore une fois, c'est une option qui peut être choisie par les mamans, mais si elles décident de l'acheter, très bien, il faut l'acheter neuf, en revanche. Voilà. Je préconise aussi d'avoir 1 ou 2 biberons à la maison. Et pas se dire, je veux absolument allaiter, je ne veux pas acheter de biberon. Ça peut dépanner pour justement une occasion où on va tirer son lait parce que c'est le coparent qui va donner le biberon ou une personne qui viendra garder son bébé. Parce que pour X raisons, l'allaitement ne fonctionne plus et que vous devez impérativement nourrir votre bébé, eh bien, ça vous évite d'aller en toute catastrophe, aller acheter un biberon, vous dire « Ok, qu'est-ce que je prends comme biberon ?» Encore une fois, sur les biberons, donc les tétines, que ce soit la tétine à sucer ou la tétine du biberon, sachez que c'est votre bébé qui choisira. Ma recommandation, c'est d'acheter 1 ou 2 marques et d'essayer vraiment ce que bébé accepte. Là, pour le coup, on a beau être préparé, il y a souvent aussi la réalité une fois que bébé est là. Donc, ça fait partie d'apprendre à connaître son bébé aussi et de savoir ce qui fonctionne et ce qui lui plaît plus ou moins. Donc, je recommande quand même d'avoir 1 ou 2 biberons. Et ensuite, bien sûr, des langes. Alors, le lange, ça vaut pour l'allaitement ou ça vaut pour le biberon. Et ça, vous pouvez en acheter vraiment en lot. Allez-y. Oui. Vous en aurez besoin sur plusieurs années. Donc ça, il n'y a pas de souci pour les langes. Et ensuite, il y a d'autres accessoires qui peuvent venir compléter l'allaitement maternel qui dépendent encore une fois de comment se passe l'allaitement. Donc
voilà, il y a des bouts de sein, il y a des crèmes, il y a des coquillages d'allaitement, il y a des récupérateurs, il y a des coussinets d'allaitement, etc. Donc, il y a des choses aussi dont vous pouvez parler avec votre sage-femme ou votre gynécologue pour vraiment aller dans le détail. Et puis, il y a aussi ce dont vous aurez vraiment besoin au moment où vous allaiterez. Ensuite, pour l'alimentation au biberon, donc bien évidemment des biberons et des tétines. Et on me pose souvent la question, quelle taille je dois prendre? Donc c'est vrai dès la naissance de bébé, il a un petit estomac, il ne prend pas beaucoup de quantité, à peine 60 millilitres. Donc les petits formats sont très bien, mais vous allez vite passer au format intermédiaire. Donc moi, je recommande de ne pas acheter les petits formats en grande quantité, puisque très vite, bébé va passer à d'autres quantités plus importantes. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir peut-être 2 ou 3 biberons maximum. Donc ça implique vraiment de les nettoyer régulièrement. Mais ces petits biberons pourront vous servir à mettre de l'eau, par exemple, par la suite, quand bébé sera diversifié. Donc il faut toujours essayer de penser à un usage vraiment évolutif. Et ensuite, vous pouvez directement passer à la taille, à la très grande taille, c'est 330, 340 en fonction des marques. Même si vous mettez du lait et de l'eau à la moitié, c'est toujours de la place de gagner et voilà, des économies aussi réalisées de ne pas acheter des tailles intermédiaires. Donc les biberons, bien sûr le lait en fonction de la recommandation de votre professionnel de santé qui vous suit, de l'eau bien sûr, et un goupillon pour nettoyer les biberons et les tétines. Et moi je recommande toujours d'avoir le goupillon avec l'embout pour aller jusqu'au bout de la tétine, parce que souvent le lait n'est pas forcément bien dilué. Donc les tétines, c'est quand même assez pénible à nettoyer sans le petit accessoire. Donc voilà, plusieurs marques font du 2 en 1. Donc ma recommandation, c'est vraiment d'aller sur ce type d'ustensiles. Et bien sûr, comme je disais tout à l'heure, des bavoirs et des langes, ça à gogo, à foison. Exactement, pour tout. Oui, c'est ça, surtout. Eh bien, sans plus attendre, vas-y, donne-nous le 5e point, l'ultime. Allez, le dernier et 5e point qui me tient vraiment beaucoup à cœur, c'est préparer le retour à la maison avec bébé. Préparer le postpartum, le fameux postpartum, parce que c'est vrai qu'on met beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources pour préparer la naissance. Et ce que j'aime beaucoup utiliser comme image, c'est que la naissance, c'est pas la ligne d'arrivée, mais c'est plutôt la ligne de départ de cette très longue course de fond. Et donc, bien préparer l'arrivée de bébé, c'est aussi bien se préparer à devenir parent, des parents confiants, responsables, et c'est aussi se projeter dans un environnement dans lequel la nouvelle vie de famille va évoluer. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire se projeter avec son bébé, et c'est aussi penser à comment on peut se faciliter la tâche, parce que c'est aussi l'objet de notre session d'aujourd'hui. Donc, là, je vais vous partager des conseils faciles à mettre en place pour vous sentir soutenu, serein et confiant. Donc, c'est un peu, on le dit souvent, il faut tout un village pour élever un enfant, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer le cercle proche, le cercle vraiment utile et bienveillant. C'est-à-dire que c'est souvent aussi dans des épreuves un peu difficiles qu'on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir certains amis, certains proches ou non. On doit savoir qui on peut appeler. Donc l'idée, c'est de se constituer sa liste de cercles proches et de se dire, ok, j'ai ces amis-là, j'ai cet entourage-là. Quel rôle, à proximité j'entends, mais quel rôle je peux leur confier dans mon postpartum? C'est-à-dire que j'ai besoin de temps, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin d'avoir une maison entretenue, j'ai simplement besoin de dormir, j'ai simplement besoin de prendre une douche ou de parler à quelqu'un sur qui je peux compter et à qui je peux confier ces missions. Et ça peut être un super cadeau de naissance à penser à mettre sur la liste. Les parents n'y pensent pas forcément, mais de faire des petits coupons
pour dire, ok, ben, moi, je veux pas de doudou, je veux pas de jouets, je veux pas de bavoir, je veux pas d'abonnement de couches, par exemple, parce que j'ai ce qu'il faut et que j'ai anticipé, mais je veux du temps, je veux de la présence, je veux, voilà, des choses comme ça, et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, donc parents, futurs parents, si vous m'écoutez, pensez à vous aussi dans cette liste de naissance. Ensuite, je l'ai un peu évoqué, c'est vraiment penser à remplir le frigo. Alors, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus. C'est quelque chose que vous pouvez demander à l'entourage. Et ce que je dis souvent aux parents, c'est penser aux visites utiles, c'est-à-dire une visite, un plat. C'est une visite utile aussi, c'est du temps donné, c'est vraiment du bonus, parce que le temps, ça ne se rattrape pas. Et c'est vrai que pour l'entourage, donner du temps, c'est du temps qui ne reviendra pas. Donc c'est hyper important d'être investi pour cette nouvelle famille. Donc vraiment, et vraiment la nourriture, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est ce qui va nous permettre, en tant que future maman, enfin jeune maman, de récupérer, de pouvoir être en forme, d'allaiter correctement son enfant si on allaite. Il faut penser à boire. Et c'est vrai que quand bébé dort, on se dit, ok, quelles sont mes possibilités ? C'est soit je dors, soit je mange, soit j'étends une machine, soit je range la maison. Enfin, on ne peut pas tout faire. Donc, on a besoin de l'entourage pour pouvoir aussi se nourrir. Alors, si on n'a pas une configuration d'entourage à proximité pour nous aider, on peut penser à notre ami très célèbre qui nous fournit en surgelé de dépannage, sans citer de marque. On peut très bien aussi demander un abonnement à l'entourage qui n'est pas proche pour se faire livrer des courses. On peut se faire offrir un abonnement d'ingrédients déjà prêts en recette, voilà, pour se faciliter la tâche. On peut demander une livraison de courses. Enfin voilà, il y a plein d'options, mais il faut y penser. C'est vrai que beaucoup de parents me disent, on verra quand il est là, on va se débrouiller, etc. Et puis, quand je prends des petites nouvelles un mois après, c'est vrai que c'est un peu sport. On aurait pu anticiper un petit peu. Tu m'étonnes. Et puis aussi, quelque chose que les futurs parents peuvent préparer pendant la grossesse, dans cette rubrique un peu postpartum, c'est préparer le cocon douillet dans lequel on va évoluer avec son bébé. C'est-à-dire préparer le petit coin où on va se sentir bien pour nourrir son bébé, par exemple. Donc, bien s'installer et être sûr de tout avoir à portée de main. Donc, le coussin d'allaitement, bien sûr, être bien calé au niveau du dos, donc s'assurer d'avoir les bons coussins. La petite bouillotte aussi pour soulager le bas du dos, le ventre, parce que quand on allaite, on a aussi toujours des contractions qu'on appelle les tranchées, le petit plaid qui va bien parce qu'on peut avoir froid si on s'endort avec bébé, des snacks aussi à portée de main, ça rejoignait l'item de la nourriture juste avant. On prévoit une date d'accouchement, mais on a beau anticiper, on a beau se projeter, penser et écrire un projet de naissance, on ne maîtrise rien. C'est vraiment cette partie de la vie qu'on ne maîtrise rien, donc tout ce que vous pouvez anticiper, futurs parents qui m'écoutez, tout ce que vous pouvez anticiper dès la grossesse, faites-le. Parce que ce sera déjà ça en moins à vous préoccuper une fois que bébé sera là. Ouais, c'est ça. Il faut bien vous dire qu'à partir du moment où bébé est là, en fait, tout va devenir extrêmement galère, ne serait-ce que... Moi, j'ai déménagé juste avant d'accoucher pour mon premier enfant et j'ai vécu 18 mois dans des cartons. J'ai pas été capable d'ouvrir un carton en 18 mois. Donc oui, effectivement, plus vous anticiperez, plus vous aurez l'esprit libre... pour vous concentrer sur ce qui vous attend, sur nouer cette relation et affronter le postpartum. Merci pour tout ça, Alexandra. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter à toute cette liste ? Alors, je rajouterai un dernier conseil pour vivre un peu mieux aussi ce quotidien de jeune maman et cette charge mentale, c'est une mission par jour, pas plus. Parce qu'on a tendance à avoir une to-do list et à vouloir tout faire, et concrètement, c'est pas possible et il faut être OK avec ça. Donc, c'est une mission un jour. Et peut-être une petite dernière chose aussi, c'est de parler à un adulte par jour aussi. La boulangère, peu importe. Un psy, si vous avez besoin, une amie,
Voilà, peu importe, un professionnel de santé, etc. Mais aussi, voilà, garder ce cap pour ne pas se dire bah, j'ai rien fait, il est 15 heures, j'ai pas pris ma douche, je me sens pas bien, je suis nulle, parce que ce sont les montagnes émotionnelles du postpartum, etc. Donc c'est ok, enfin ça arrive vraiment à tout le monde, mais une mission par jour et un adulte par jour. Voilà Tout à fait. mes ultimes conseils. Ouais, c'est extrêmement sage, ouais, j'aurais bien aimé avoir ça quand j'ai affronté tout ça. Eh ben, trop bien. Merci pour cette liste hyper complète et hyper pratico-pratique. Ça me parle à moi beaucoup, en tout cas. Donc, j'espère que ça parlera à notre auditoire. En tout cas, je te remercie vraiment d'être intervenu de nouveau aujourd'hui. J'espère qu'on te retrouvera bientôt pour d'autres tips qui couvrent, du coup, la partie baby planning. Moi, j'ai été une vraie quiche pour ça, pour accueillir mes enfants. Donc, je suis vraiment contente d'avoir un vrai regard d'experte. Merci, merci, merci. Et puis, je te dis à une prochaine fois. Merci Manon, à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre échange. Je remercie encore Alexandra d'avoir accepté ma deuxième invitation. Et puis je vous remercie, vous, comme toujours, pour votre fidélité, votre présence, votre soutien. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, à en parler autour de vous, à le partager. C'est de loin ce qui nous permet de continuer de le produire, parce que je rappelle que c'est une autoproduction, nous ne sommes pas rémunérés pour ça. Donc n'hésitez pas à le faire connaître. Et puis, quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode.